Michael Sharp et Zaïda Catalan étaient en RD Congo pour y enquêter, notamment sur les exactions que subissent les Kamwina Nsapu au Kasaï. Mais ces deux experts étaient loin de penser que leur sort en serait scellé. La situation délétère qui prévaut dans plusieurs régions de la République démocratique du Congo aura servi de prétexte à leur mort brutale. Pour les autorités congolaises, le coupable est tout trouvé. Une vidéo est exhibée à la presse pour en attester, sauf que de façon unanime, l'indignation s'est mêlée aux interrogations que soulèvent ces images. L'ONU d'abord, puis la France ont tour à tour déploré la publicité faite par les autorités, alors même que des enquêtes sont toujours en cours. À tout ceci, il faut ajouter des doutes sur la véracité de la version présentée par le gouvernement du président Joseph Kabila Kabange, le président qui, justement, est sur tous les fronts afin de préserver la paix sociale. Les parties prenantes à l'accord de la Saint-Sylvestre ont enfin paraphé à Kinshasa l'arrangement particulier qui est un document additif de mise en œuvre du compromis politique trouvé en décembre. Un acte déjà qualifié de forfaiture par le rassemblement de l'opposition qui a boycotté cette séance. RD Congo, crise dans le Kasaï et arrangement politique particulier. Le gouvernement Kabila sur tous les fronts. La question sera posée. Nos invités du jour sont déjà avec nous, sont plus tardés. Maître Alain Onla, bonjour. Bonjour, Johannes. Avocat au barreau de Cotonou, c'est au Bénin. Merci d'être sur le plateau. C'est un plaisir renouvelé. Face à vous. De ce pays. Face à vous, Aimé Tchefa, bonjour. Bonjour. Sociologue, vous êtes expert en stratégie de développement. Aimé Tchefa, ma question est pour vous. Quelle explication donnez-vous à la situation sécuritaire qui prévaut dans le Kasaï? Merci. Je voudrais d'abord dire que la région des Grands Lacs, et notamment la RDC, depuis des années, est l'un des points, l'une des zones les plus chaudes du continent. Nous savons que les milices de toute forme opèrent très régulièrement et que la puissance publique, la puissance de l'État, la sécurité publique ne sont pas réellement puissantes. Ça, c'est une vérité pour tous les observateurs qui connaissent bien ce pays et cette région. Et notamment lorsque vous parlez des Kasaï, que ce soit central, oriental, occidental et tout, pratiquement au centre du pays, c'est encore plus chaud pour des raisons politico-ethniques et aussi des raisons liées à des conflits post-électoraux. Alors pour me résumer sur cette question, c'est que c'est tout un méli-mélo où on n'a pas des viseurs suffisamment pointus pour dire exactement ce qui se passe, les raisons pour lesquelles ces choses-là arrivent, qui fait quoi, où, quand et comment. On ne saurait le dire avec précision, surtout si les faits sont neufs et jeunes. Alors, Maître Alain Onla, aujourd'hui, on a l'impression que le Kasaï est en train d'échapper au contrôle par la force publique, par l'autorité. Est-ce que l'autorité de l'État congolais prévaut toujours dans le Kasaï aujourd'hui? L'autorité de l'État central ne prévaut nulle part. Vous savez que le Congo est un pays continent. Constitué d'ethnies et de régions plus ou moins chaudes. Ce n'est pas le Kasaï qui pose particulièrement un problème. Il y a aujourd'hui une actualité qui nous invite à parler de ça, mais tous les jours, il se passe quelque chose au Congo. Et donc, on sait que c'est une zone d'instabilité depuis très longtemps. Et M. Tchefa a eu raison de rappeler que c'est ce qu'on appelle la zone des Grands Lacs. Et donc, des grandes turbulences, que c'est une paix précaire qui règne dans ce pays. Et que la particularité aujourd'hui, c'est que chaque force en présence s'amuse au gré de ses humeurs à montrer sa capacité de nuisance et de déstabilisation. Donc, il n'y a rien de véritablement nouveau sous les cieux, rien de nouveau à l'horizon. C'est un pays d'insécurité, c'est un pays confligène et c'est un pays qui est sur une poudrière, ce que tout le monde semble ne pas ignorer.
Alors, deux experts ont été assassinés dans le Kasaï. Et une vidéo de cet assassinat a été rendue publique par le gouvernement congolais. Maître Aléonla, quelle est votre interprétation de cette stratégie du gouvernement? Bien, écoutez, je crois que c'est une mise en scène qui vise pas forcément à se disculper, parce qu'on pourrait se poser des questions sur le réalisateur. Mais je dirais, à qui profite ce crime? Qui n'a pas voulu des experts de l'ONU? Qui a dit qu'il n'en voulait pas? Qui a intérêt à montrer que personne n'est en sécurité dans ces zones et dans le cadre de telles missions? Je ne vais pas désigner un bouc émissaire tout connu, c'est celui qui n'est pas en mesure de garantir la sécurité. Donc je trouve que cette mise en scène kabbalistique n'est pas du tout de bon goût, mais montre son efficacité vis-à-vis de la frilosité des Nations Unies et de la communauté européenne qui ont encouragé le monstre du terrorisme au sein de la République démocratique du Congo. Que chacun se le tienne pour dit, ça ne sera pas facile et on a laissé l'hydre s'installer. Je crois que la projection de cette vidéo participe de cette forme de terrorisme et de dissuasion par rapport à ce qui aurait pu être envisagé pour rappeler le président Kabila à l'ordre. Alors, dans un contexte où il y a les familles qui sont éplorées, diffusées, jusqu'à 6 minutes de contenu où 2 personnes sont lâchement assassinées, quelles sont pour vous, je dirais, les préoccupations ou l'objectif de l'exécutif congolais? M'appuyant sur l'intervention de Maître Aléonla, je voudrais ressortir 3 questions fondamentales qui ont tout leur sens et toute leur pertinence dans une réflexion comme celle-ci. Le crime profite à qui? Qui a intérêt à ce qu'il n'y ait pas élection d'une manière ou d'une autre, et qui a intérêt à montrer que la RDC est dans une période suffisamment chaude et instable où tout ce qui a été envisagé ne saurait être déroulé à temps prévu et conformément au calendrier prévu. Ça, nous irons chercher. Je voudrais dire que, premièrement, est-ce que cette vidéo réellement a été authentifiée? Je ne sais pas. Pas encore. Je ne sais pas. Bon, je ne sais pas. Je fais foi en la grande scientificité des Nations Unies qui dispose de tous les arsenaux scientifiques pour identifier, authentifier réellement cette vidéo et savoir si ce qu'ils sont en train de voir là, c'est un montage ou bien ce sont les faits qui ont été réellement filmés. Ceci dit, il faut rappeler que les 2 experts en question sont des experts de la CENI, il ne faut pas oublier ça, Commission électorale nationale indépendante. Et la CENI fait quoi? La CENI, c'est l'organe qui est chargé d'organiser les élections et d'en proclamer les résultats provisoires ou tout au moins les toutes premières tendances sur lesquelles le Conseil constitutionnel aura à s'appuyer pour dire qui a gagné les élections ou qui n'a pas gagné. Au total, lorsque vous essayez de rassembler tous ces faits qui sont plus ou moins éparses, on se pose maintenant la question de recherche parce que nous étions partis des questions liées au constat qu'il faut mettre ensemble pour poser la question de recherche. Elle est unique, à savoir pourquoi souhaiter aujourd'hui qu'il y ait cet assassinat, je dirais cette boucherie humaine, et pourquoi le gouvernement aurait intérêt à l'exhiber publiquement et de cette façon. Alors, Maître Aléonla, normalement, dans ce type de dossier, est-ce que on ne devrait pas verser les éléments qu'on a au dossier, puisque normalement il y a une enquête en cours, il y a des appels à une enquête internationale indépendante, une commission pour vraiment savoir ce qui s'est passé pour que ces 2 experts-là soient tués. Est-ce que il y a un modus operandi?
Le verre est déjà dans le fruit. Je veux dire, toute cette mise en scène est téléguidée. Vous voyez, on ne peut pas nous faire croire qu'il s'agit de mouvements isolés, de mouvements d'humeur, d'ethnie. Tout est organisé pour montrer que le chaos est possible à tout moment. Je n'indexe personne en particulier, mais nous voyons les gouvernants de cet État qui est sorti de la démocratie, nous les voyons à l'œuvre. Tout est mis en œuvre pour qu'il n'y ait pas d'alternance. Parce que pour qu'il y ait alternance, il faut qu'il y ait élection. Pour qu'il y ait élection, il faut qu'il y ait recensement, puisqu'on a dit qu'il faut corriger le fichier. Et tant qu'il y aura ces incidents pour lesquels beaucoup perdent de leur vie, malheureusement, il n'y a aucune raison, aucune garantie que les choses se fassent pacifiquement. Et c'est celui qui trouble le jeu qui en tire les bénéfices. Donc, quand on parle d'enquête, à l'interne, ce n'est pas crédible. Ça, c'est évident. À l'international, les moyens ne sont pas là. À la vérité, on a déjà ouvert la boîte de Pandore quand on a manqué dans un calendrier précis de fermeté vis-à-vis de ce besoin impératif d'alternance. On a laissé passer. Aujourd'hui, il ne nous reste plus qu'à constater les dégâts et qu'à faire l'autopsie de cette démocratie ou de cette envie de démocratie déjà défunte et enterrée en République démocratique du Congo, malheureusement au détriment des Congolais. Alors, MTFA, l'autre question qu'on se pose, c'est la milice Kamwina Nsapu, c'est quoi concrètement? Est-ce que ce n'est pas quand même dans leur fait d'armes, de séquestrer, ils ont pour habitude, on le sait, de s'attaquer à des biens publics? Là maintenant, on a l'impression qu'ils sont en train de dévier. Est-ce que les différentes passes d'armes qu'il y a eu entre cette milice et l'exécutif, les forces de l'ordre ces dernières semaines, n'a pas pu les radicaliser aussi? Kamwina Nsapu est un chef de tribu, Tibala, qui a opéré jusqu'à un passé récent et qui, dans un raid conduit par l'armée congolaise, a été purement et simplement neutralisé et tué. Et si vous maîtrisez bien le principe de fonctionnement d'un mouvement de rébellion, c'est que lorsqu'un chef s'en va de cette façon, sans pour autant préparer sa succession, il y a quand même un moment relativement long pour le remplacer. Pourquoi? Parce que celui qui accepte porter le chapeau de chef à la tête de ces micro-organisations, qui en fait sont des mouvements de revendication armés, c'est un sacrifice extrême et total. Et il faut du temps pour que celui-là soit préparé et n'est pas désigné au hasard si sa formation militaire n'a pas été suffisamment conduite. Alors, cette démonstration a pour objectif de montrer seulement que depuis la mort de Nsapu, le mouvement n'est plus réellement opérationnel. Un nouveau chef a été désigné. Oui, un nouveau chef a été désigné, vous avez dit. Est-ce qu'il a fait ses armes? Parce que Nsapu est parti à un moment où il s'y attendait le mieux. Quand je dis il, ses partisans s'y attendaient le mieux. Vous comprenez un peu. Je ne crois pas trop dans la mesure où, à partir de la mort de leur chef, ils en sont encore dans des mouvements de réflexion pour voir les nouvelles tournures à prendre. Et puis, l'événement de décembre 2016 également reste présent dans leur esprit. Il ne faut pas évacuer ça, c'est vrai. D'une manière ou d'une autre, ils se sont sentis concernés par ces assises nationales de conciliation autour d'une nouvelle énergie pour le développement, la paix et la stabilité en RDC. Donc, je ne crois pas qu'ils soient réellement dans l'action. Mieux, si vous savez très bien, lorsque ces mouvements-là recrutent des enfants, les actes d'exaction et de torture qui portent directement sur les otages ne sont jamais exécutés par les enfants. Parce que le mode opératoire, en fait, il passe à l'exécution seulement lorsque les rançons ne sont pas payées, les demandes ne sont pas satisfaites et que des objectifs spécifiques sont ciblés.
depuis fort longtemps, ils n'ont plus une plateforme revendicative. Depuis fort longtemps, depuis la mort de Nsapou, ils n'ont plus sorti et brandi une nouvelle plateforme revendicative. Et dans la vidéo diffusée, c'est un enfant à peine de 15 ans qui s'est chargé d'écorcher les otages par les cheveux, ce qui ne relève pas de leur façon d'opérer, de leur mode opératoire. Pour qui les connaît, lorsqu'on prend tous ces éléments réunis, on doute fort que ce soit cela. Il ne suffit pas de parler Tibala. Tibala, c'est comme le fond ici, ou c'est comme le goût, c'est comme le bâton. N'importe qui étant de cette communauté ou ayant résidé là-bas et qui s'y intéresse, maîtrise bien ça. Donc, cela n'est pas un indicateur crédible. L'indicateur crédible, c'est de connaître le mode opératoire spécifique à la rébellion Nsapou pour se rendre compte qu'il y en avait un peu de trop. Voilà, il ne suffit donc pas de parler Chiluba selon vous pour être milicien Kamwina Nsapou. Maître Ayonla, certains estiment aussi que le Kasaï est censé être un fief, un bastion de l'opposition, notamment de l'UDPS, qui a fait des scores atteignant les 80% à la dernière présidentielle et que leurs difficultés résulteraient aussi de ce que c'est une zone classée opposante. Et qu'est-ce qu'on voudrait démontrer de cette façon? Que c'est l'UDPS qui organise ça ou que c'est l'État qui a intérêt à saboter les bases de l'UDPS? Je crois tout simplement qu'on est dans une théâtralisation macabre, malheureusement, macabre malheureusement, où on force peut-être un peu trop les traits, parce que par quelque endroit, Forbes se laisse toujours prendre pour déstabiliser ou montrer que c'est un pays qui peut être déstabilisé à tout moment et qui a que le seul guide éclairé qui doivent être maintenus au pouvoir pour garantir cette tranquillité, cette paix. Bon, voilà, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. Alors, monsieur, nous allons aussi parler de la situation politique. Le Parlement congolais a servi de cadre à la signature de l'arrangement particulier prévu par l'accord de la Saint-Sylvestre. Problème, le rassemblement d'opposition a encore pratiqué la politique de la chaise vide, Maître Ayonla. Beaucoup disent que cette politique n'est pas la meilleure. On n'est pas là, on refuse, on conteste. Le vin est tiré. L'alternance n'a pas lieu et il est peu probable qu'elle ait lieu. Parce que nous ne sommes qu'à 8 mois, disons 7 mois de l'échéance de décembre 2017 et rien n'est prêt. Rien n'a même démarré. Rien n'a été exécuté et on passe d'arrangement en arrangement. Comme son nom l'indique, il y a un arrangement entre politiciens qui veulent se partager le gâteau, qui se préoccupent de tout, sauf du devenir de la République démocratique du Congo. Donc, vous voyez, je suis navré. Alors, que fait l'UDPS? Je crois que Félix a tout perdu. Il vient de perdre son père. C'est le seul qui avait une légitimité historique, une autorité et un charisme pour faire face à la situation. La vie a eu raison de lui, la relève n'avait pas été suffisamment préparée et je ne pense pas que le fils ait déjà l'étoffe du contestataire qui a gagné ses galons. Je crois qu'il a d'autres préoccupations qui l'empêchent d'être serein dans ce combat. Malheureusement, c'est tout ce qui lui reste à faire. Autrement, ce serait d'aller mendier un poste. Et le président Kabila et son équipe jouent à fond sur cette fragilité. On sait qu'il ne l'aura pas, on s'amuse, on ne respecte pas les engagements qui ont été pris et c'était prévisible. Et le jeune se débrouille comme un beau diable dans le bénitier. Alors, mais Tchefa, est-ce que aujourd'hui, à regarder ce que demande le rassemblement, l'aile Tshisekedi, c'est d'abord de récuser Bruno Tibala, qui a été nommé Premier ministre récemment. Est-ce que, pour vous, les arguments avancés pour contester la légitimité de Bruno Tibala sont recevables? Ils sont recevables et pertinents. Tout simplement parce que l'accord de Saint-Sylvestre dit, c'est écrit noir sur blanc, c'est l'UDPS qui désigne celui qui sera Premier ministre. Le président Kabila n'a qu'à simplement signer le décret.
C'est aussi simple que ça. C'est ce qui est dit dans l'accord. La majorité présidentielle dit qu'on doit respecter le pouvoir discrétionnaire du président de la République. Non, ça n'a jamais été dit ainsi. Si ils sont dans une période transitoire et que le chef de l'État dispose de tout son pouvoir constitutionnel, alors c'est quoi une transition? Une transition se charge de liquider les questions courantes, d'organiser, de mettre en place tout ce qui est nécessaire pour le pouvoir qui va s'installer finalement. Et s'ils ne sont pas allés aux élections, faute des autorités, alors c'est pas à eux qu'il revient de nommer ou de récluser, de faire ceci, de prendre des arrêtés, des décrets. C'est pour ça que l'accord est resté très explicatif là-dessus. L'UDPS se réunit, l'opposition, la grande, peut être associée, désigner celui qu'elle pense à même d'assumer la fonction de Premier ministre, de faire parvenir le nom sur la table du président de la République qui prépare le décret et le signe. Ça n'a pas dit une autre chose. Et tant que cela n'est pas fait, c'est un contournement pour ne pas aller à la paix et à la stabilité par la stratégie qu'on connaît. Mais Maître Alain Orloir, aujourd'hui, on peine quand même à comprendre le combat de l'UDPS et du Rassemblement, l'aile de Félix Tshisekedi, en ce sens que, est-ce que récuser aujourd'hui Bruno Tibala, c'est concevable? Bruno Tibala, c'est celui-là même qui a été embastillé pour avoir été, selon la majorité, selon le gouvernement, selon les autorités, l'instigateur ou l'un des instigateurs de la marche de septembre qui a coûté la vie à plusieurs Congolais. C'est celui-là même qui a été emprisonné, torturé, qui n'a été libéré que très récemment en novembre 2016 et qui est d'ailleurs en liberté provisoire, si je ne m'abuse. Il n'a toujours pas été blanchi. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, celui-là qui a fait toute sa vie aux côtés de Étienne Tshisekedi Wamulumba peut être récusé, ou est-ce qu'à celui-là, on peut priver le titre d'opposant ou de membre de l'UDPS? Ce n'est pas ce qui lui est contesté. D'ailleurs, tous les paramètres que vous avez formulés indiquent que c'est de la provocation de la part du président Kabila que de porter son choix sur celui-là. Maintenant, il y a des récriminations qui s'élèvent au sein de l'UDPS, à raison, puisque je partage le même point de vue que Aimé Tchefa. La question n'est pas d'accorder au président Kabila un pouvoir discrétionnaire sur la nomination, le mode de désignation du Premier ministre. Il y a un faux accord qui a été signé. Enfin, moi, je considère que c'est un faux accord puisque c'est un accord, une entente sur la violation de la Constitution et de l'impératif d'alternance. Mais cet accord dit, on vous maintient à condition que vous soyez accompagné par un Premier ministre que vous devez désigner parmi celui qui vous aura été proposé par le Rassemblement ou l'UDPS. Première exigence dilatoire, on justifie le choix présidentiel qui voudrait une liste de 4 personnalités. C'est déjà du dilatoire. Et puis maintenant, on vient nous en imposer un. Ce n'est pas au président Kabila d'identifier celui qui serait le meilleur opposant pour lui. Il doit se conformer à l'engagement qu'il a signé et qui dit très clairement qu'il nomme celui qui lui est proposé par l'UDPS, pas ceux qui lui ont été proposés. Et ça n'est pas respecté, comme la Constitution n'a pas été respectée, comme rien ne sera respecté, et que ça donne lieu à ce triste spectacle où vous avez les politiciens qui se réunissent pour partager les 54 portefeuilles à venir, voyez-vous. Donc, je comprends la position de l'UDPS. Je crois qu'il faut de la fermeté. Ils doivent intégrer qu'ils ont perdu le pouvoir, mais ils l'ont perdu. Ça ne les empêche pas de rester dans une posture pour le peuple congolais, dans une posture d'opposition à l'imposture que constituent ces, comment dirais-je, on rabiboche ci et là pour se maintenir au pouvoir. Je pense que c'est la fermeté qui s'impose jusqu'à ce que ce grand parti se reconstitue et qu'on aille vers de véritables consultations. Alors, oui. Tout ce que vous avez dit par rapport à Bruno Tibala, je vous en prie, c'est vrai et c'est plus que vrai. Il a fait 25 ans aux côtés de Tshisekedi.
On l'appelait même l'un des plus fidèles des plus fidèles. Cependant, 3 questions pertinentes demeurent à son sujet. La première, a-t-il été désigné par l'UDPS? La deuxième, était-il encore de l'UDPS jusqu'à la date de sa nomination? Et la troisième, se représente-t-il ou représente-t-il l'UDPS à ce poste-là et dans ce gouvernement? Les réponses à toutes ces questions sont non. Alors, ce n'est pas nous qui accusons, ce sont les faits qui l'accusent. Vous estimez que sa légitimité est donc contestée à raison? Non, ce n'est pas une affaire de légitimité. C'est-à-dire que le truchement par lequel il a pris pour atterrir là-bas n'est pas le bon. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on ne devrait pas élever le débat? Est-ce qu'on ne devrait pas essayer de trouver un consensus? Aujourd'hui, l'aile de Tshisekedi Félix ne peut pas dire qu'il est impossible de discuter avec Bruno Tshibala. C'est ce que on voudrait savoir. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas les possibilités de se comprendre et d'aller à cette alternance qui est l'objectif? Parce que, quoi qu'on dise, du 31 décembre à aujourd'hui, ça fait 4 mois à tout casser qui ont déjà été perdus par des querelles politiques et politiciennes, alors que on a convenu de ce qu'il y aurait des élections en 2017. C'est quasiment impossible déjà. Et si on continue à maintenir qu'on ne veut pas de celui-là, et je rappelle, si vous le permettez, que Tshisekedi Félix, avec le rassemblement qui lui est toujours fidèle, vient d'annoncer qu'ils sont prêts à rencontrer le président Kabila, chose qu'ils avaient refusé de faire pendant des semaines. Oui, n'oubliez pas, il y a un aspect important qu'il ne faut pas évacuer. Lequel? De tout ce qui se fait maintenant, détermine la suite de tout ce qui arrivera. C'est de ça qu'il s'agit. S'il n'y avait pas... nous sommes sur un échiquier et nous sommes également dans un couloir où il est observé des jeux et enjeux autour du pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Quel est le bord aujourd'hui de Tshibala? Quel est son bord? Visiblement, il sert le maître et le parrain qui l'a nommé. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous étiez à la place de Tshisekedi et des membres du rassemblement de l'opposition, est-ce que vous allez accepter, aller discuter avec celui-là que vous n'avez pas envoyé et qui, jusqu'à un passé récent, portait encore les couleurs de votre mouvement? Ne doit-on pas prioriser les difficultés du peuple congolais? Je vous ai dit que de tout ce qui se fait maintenant détermine ce qui arrivera demain. Ne perdons pas cela de vue, c'est de ça qu'il s'agit. Maître Alain, là, on a l'impression aujourd'hui que c'est quand même le partage du gâteau national qui préoccupe tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que l'aile Tshisekedi demande? C'est la nomination de Félix Tshisekedi comme Premier ministre, un point c'est tout. Et si on ne leur accorde pas ça, eh bien, ils ne vont pas abdiquer. Ce n'est pas un autre nom qui est attendu. Ce n'est que l'intronisation du fils qui est attendu. Donc, en cela, on peut... est-ce qu'on ne peut pas aussi légitimement leur faire le reproche de ce que ce n'est pas le combat du peuple congolais, mais un combat politique, un combat de partage de la manne nationale? Fort heureusement, c'est un combat de partage qui coïncide avec les engagements pris. Et ces engagements doivent être tenus, doivent être respectés. Parce que quand Aimé Tchefa dit, c'est de ce qui se passe aujourd'hui que dépend la suite. Je vais résumer en disant, une constitution à laquelle on s'est engagé, d'accord, et qu'on ne respecte pas. 1. 2. Un accord pour réguler et régulariser la chose, vous ne respectez pas. Mais qu'est-ce qui va être respecté? Ça veut dire que on ne va pas respecter les échéances de décembre 2017, qu'on va prendre d'autres engagements qui ne seront jamais respectés. Donc, le raisonnement est moins de dire que l'UDPS, dont je ne suis pas forcément un sympathisant, est dans une course à la primature que de dire qu'il y a un engagement qui a été négocié, imposé d'ailleurs par le pouvoir central, signé et pris, il doit être respecté. Donc, la majorité présidentielle n'est pas fondée, n'est même pas recevable à élever quelque critique que ce soit à l'encontre de l'UDPS, parce que c'est elle qui rompt la première
les faux engagements qui ont été pris. Et donc, le coupable est du côté de ceux qui sont au pouvoir. Je pense que l'UDPS joue son va-tout. Si le fils s'est retrouvé aujourd'hui à la place du père, je pense qu'il n'a pas usurpé. Il a été plus ou moins préparé pour ça. Ces engagements doivent être tenus parce qu'il est non seulement l'héritier d'un nom d'une famille, mais d'un combat politique. Et je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de contestations dans son entourage sur le leadership qui lui est accordé. Je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Ne voyez pas seulement qu'il s'agit de gâteaux, de postes ministériels à partager. Je voudrais vous rappeler que lorsqu'on appartient à un gouvernement de transition, non seulement on subit beaucoup de pression, non seulement rien n'est stable et à tout moment vous pouvez partir. En fait, vous faites le ménage pour les autres qui viennent s'installer confortablement. Alors pourquoi il y a si tant de ferveur autour de ces départements ministériels? Ça va m'amener à vous rappeler la trilogie espace politique et participation. Dans l'arène politique, comment vous pouvez participer? C'est en occupant un certain nombre d'espaces. Si vous n'avez pas d'espace, comment vous êtes alors impliqué dans un processus? Et de l'implication génère la participation. Alors si les acteurs politiques, les mouvements politiques, les partis politiques ne trouvent pas d'espace à occuper, il n'y aura aucune participation. Et de ce point de vue, il n'y aura aucune implication. Et de ce point de vue, il n'y aura pas de pouvoir à gagner. Donc, les enjeux par rapport aux jeux qui se déroulent actuellement, c'est autour de l'occupation des espaces politiques pour pouvoir s'affirmer et ensuite gagner le pouvoir d'État et l'exercer. Telle est la vision de tout parti politique légalement constitué. Un combat légitime donc pour vous, on l'aura compris. Alors, aujourd'hui, quid de la Senco? La majorité a préféré la récuser. Des mots extrêmement durs ont été employés dans la dernière sortie de la majorité présidentielle. L'aile du rassemblement qui a été adoubée à la primature a carrément traité la Senco de parti politique, proche ou qui a fait allégeance à l'UDPS pro-Tshisekedi. Aujourd'hui, on reproche à la Senco d'avoir pris fait et cause pour l'UDPS. Est-ce que vous comprenez ou quelle est votre perception de ce reproche qui est fait? Ben, c'est tout à fait normal puisque la Senco a cru pouvoir départager les uns les autres. La proximité de l'Église catholique avec l'UDPS n'est pas un secret, mais il n'empêche que la Senco avait l'autorité morale pour mettre de l'ordre dans les affaires et avait suffisamment de pouvoir de persuasion également pour arbitrer. Mais là où tout le monde a péché, c'est que dès le départ, le camp présidentiel n'était que dans une seule logique, se maintenir. Et une fois qu'on s'est maintenu, on arrive à faire du dilatoire et c'est ce que la Senco et tout le rassemblement n'avaient pas compris ou n'avaient pas pris au sérieux. Il fallait être ferme sur la question. Ils ont manqué de fermeté, ils sont rentrés dans la gadoue et la majorité présidentielle en profite. Moi, je pense que le jeu est fait. Le jeu est totalement fait et seule l'histoire pourra nous édifier sur un éventuel retournement de situation. Mais chacun des protagonistes de cette affaire, de ces arrangements, doit en rester pour ses frais. Ils n'ont pas été fermes, mais c'est tout à fait normal que le président Kabila et son équipe leur glissent entre les doigts. Alors, aujourd'hui, la Senco est taxée de tous les noms d'oiseaux par aussi bien la majorité présidentielle que le rassemblement, l'aile ou l'Engakoy, comme on l'appelle de l'autre côté de Kinshasa. Ce qu'on se demande aussi, c'est pourquoi avoir choisi de communiquer ainsi, parce que la Senco a fait une sortie et a dit clairement la nomination de Bruno Tibala ne correspond pas au terme de l'accord. On reproche en fait à l'arbitre du match d'avoir choisi son camp. Non, cet arbitre est spécifique. C'est-à-dire que le jeu ici, c'est autour de la patrie congolaise et l'arbitre est aussi un Congolais. C'est de ça qu'il s'agit ici. J'avais dit que
la Senko a joué le rôle qui est le sien. Et qu'à la différence de l'Église du Christ, par exemple, la Senko a réussi à encore avoir de crédibilité nécessaire pour pouvoir bénéficier de la confiance de tout acteur politique pour jouer donc le rôle de médiation et de conciliation qui était le sien. Autrement, pouvez-vous envisager ce qui allait advenir en 2016 en RDC? Donc je crois que jusque-là, la Senko a fait un bon travail. Si la majorité présidentielle en place avait bien joué sa partition, avait respecté tout ce qui était écrit et qu'il n'y avait pas des tendances lourdes, humaines et des goulots d'étranglement, je crois qu'on n'allait pas observer tout ce que nous sommes en train d'observer maintenant. C'est une relation de cause à effet. Si rien n'est fait de l'autre côté, la Senko ne ferait ou ne dirait rien également, ou que la seule façon de déposer la Senko, de s'assurer qu'elle est réellement dans ses robes et dans ses paroisses, c'est de tout faire conformément à tout ce qui est écrit et conformément à faire la promotion des droits de la personne humaine et à parler rien que développement, stabilité et paix pour que la Senko n'ait plus de raisons suffisantes pour se mettre en lumière telle qu'elle est en train de le faire. Mais toutes les fois où c'est mal fait, toutes les fois où le cou est tordu à telle ou telle autre disposition ou clause, la Senko se retrouve dans l'obligation d'intervenir pour sauver les meubles. Mais il y a une limite à tout. C'est aussi cela. Et lorsque vous êtes dans une posture d'organisation de société civile qui, de surcroît, relevant d'une chapelle de croyance ou d'une obédience, il faut veiller à un certain nombre de choses, notamment la neutralité. Mais je crois que jusque-là, la Senko a fait un travail important qu'il faut remercier parce que sans ce travail-là, je crois que la RDC en 2016, notamment dernier trimestre, pouvait encore basculer dans la violence. Alors, aujourd'hui, le rassemblement demande à rencontrer le président Kabila. Maître Alain, on nage en pleine utopie. Il y a un nouveau Premier ministre déjà nommé. Il y a l'arrangement particulier a été signé. Mais le rassemblement demande à rencontrer le président Kabila pour discuter de la nomination de ce Premier ministre-là. Chose qu'ils ont refusé de faire pendant plusieurs semaines. Peut-être qu'ils ont des arguments à faire valoir. Vous savez, on dit qu'il faut toujours dialoguer et la porte n'est pas fermée. Le président Kabila les recevra. Maintenant, chacun sait ce que l'autre veut. Il n'y a pas de doute là-dessus. La difficulté résulte de la position stratégique sur le terrain. Qui est plus fort et qui a quelles armes pour y aller? Quand je considère tout, c'est vrai qu'il y a l'avantage au président Kabila puisqu'il est au pouvoir. Mais l'opposition a manqué de cohésion, a manqué de cohérence, a manqué de fermeté. Et ça, le président Kabila le savait, l'a su et l'exploite à fond. Il les recevra, il les roulera dans la farine, comme toujours, parce qu'ils ne savent pas s'unir pour obtenir, pour exiger. Et s'ils exigent avec détermination, ils obtiendront cette alternance. La communauté internationale est fatiguée, tout le monde est fatigué, on ne fait que commenter, on ne fait que suivre les péripéties de ce glissement qui va s'institutionnaliser et dans 5 ans encore, on verra le président Kabila au pouvoir. Alors, dans l'arrangement particulier qui a été signé à Kinshasa, la majorité présidentielle a posé sa signature, il y a l'opposition dite républicaine, il y a l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre 2016, c'est-à-dire l'accord de l'OUA. Voilà, il y a la société civile, il y a le rassemblement représenté par Joseph Olenga Koy. Aujourd'hui, il ne manque en fait que le rassemblement El Tshisekedi. Pourquoi ne pas y aller? Parce que c'est la vraie opposition. La vraie opposition en RDC, depuis Mobutu jusqu'à maintenant, c'est Tshisekedi. C'est la vraie opposition. Les autres, je les perçois comme des portions congrues. Je les perçois comme... Le mot est fort. Non, le mot n'est pas fort. Et ce n'est même pas du point de vue pourcentage. Mais du point de vue de
qui porte réellement la vision de l'opposition, qui porte réellement l'idéal républicain, développé par l'opposition et qui se met en avant depuis des lustres pour que cela soit réalisé, c'est l'aile Tshisekedi. Et si nous allons aux élections aujourd'hui, vous verrez que c'est l'aile Tshisekedi qui sera le rassemblement le plus crédité. Et c'est justement pour cela, parce que personne ne jette de cailloux sur un arbre qui ne porte pas de fruits mûrs, c'est justement pour cela que le Premier ministre ne veut pas être nommé dans leur rang. Parce que les laisser occuper cet espace, ça leur fait le lit pour le pouvoir. C'est aussi simple que ça. Alors pour le front contre la libération, il y a FB Zaïba, je veux parler du MLC, de Jean-Pierre Bemba, j'y arrive, qui a aussi demandé du temps avant d'apposer sa signature au bas de ce document-là, parce que FB Zaïba a dit clairement que la relaxe des prisonniers politiques, par exemple, sont des préalables qui n'ont pas été satisfaits et qu'au vu de ça, ils n'entendent pas pour le moment signer ce document-là, qu'ils verront bien ce qu'ils vont faire. Ce n'est pas la lecture que j'ai. Ce document est soit irrecevable, et donc on ne se donne pas le temps de la réflexion. Mais si on se donne le temps de la réflexion, ça veut dire qu'il y a une possibilité de signer. Voilà. Donc c'est une position un peu ambiguë. Non, elle n'est pas ambiguë. Le combat du MLC, c'est de faire du lobbying pour que le président Kabila desserre l'étau autour de son dirigeant, c'est-à-dire de Jean-Pierre Bemba. Donc il y a une attitude, il y a une ambivalence, une duplicité qui fait que, bon, il y a les autres aussi qui attendent parce que Jean-Pierre Bemba s'empêtre dans ses affaires à La Haye. Il y a d'autres dirigeants du mouvement qui ont aussi envie d'exister et de se faire. Donc il y a toutes ces équations à résoudre, ce qui fait que l'UDPS est de plus en plus isolé dans son camp d'opposition dure, et je crois qu'il vaut mieux que les choses en soient ainsi jusqu'à ce que l'UDPS trouve la bonne stratégie avec d'autres compagnons d'ailleurs, d'autres camarades, pour forcer cette alternance qui est capitale, qui est fondamentale. Alors, pour ce grand pays rapidement, messieurs, dernière question. La question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que l'accord de la Saint-Sylvestre, l'accord 31 décembre, est mis carrément en parenthèse, parce que sur le document qui a été signé, on parle, c'est finalement le président Joseph Kabila qui décide du CNSA, notamment le Conseil national de suivi de l'accord politique, le poste qui était réservé à Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui, c'est le président Kabila qui va valider le mandat des membres, qui va discuter de la désignation par consensus du président du CNSA et constituer le bureau définitif du CNSA. Ce sont des indices que le président Kabila est en train de mettre en place tous les éléments nécessaires, soit pour ne pas partir, soit pour partir du reste lâché, mais en utilisant d'autres moyens pour contrôler. Et tant que c'est fait comme ça, cela donne toutes les bonnes raisons du monde à l'UDPS Tshisekedi qui continue sa logique, qui continue son action de libération. En fait, c'est elle qui joue en réalité le rôle de libération en RDC. Retour à la case départ, donc, Maître Alain Roula. À la case départ, sans passer par la case prison. Voilà, vous l'aurez compris, ce sera tout pour ce débat sur Sika, angle de vue. Nous avons discuté de la RD Congo, crise dans le Kasaï et arrangement politique particulier. Le gouvernement Kabila sur tous les fronts. La question était posée à nos débatteurs du jour. Alain Roula, avocat au barreau de Cotonou au Bénin, MTFA, sociologue, expert en stratégie de développement. Merci de nous avoir suivis.